Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Imagine-toi dans une salle d'audience calfeutrée. Le regard de 12 jurés oscille entre curiosité et stupeur, tandis qu'une seule voix, calme mais vibrante, s'apprête à dérouler 15 ans de nuit sans sommeil. Cette voix, c'est celle de Cassie Ventura. On l'a longtemps réduite au rôle de petite amie glamour du magnate Sean Combs. Aujourd'hui, c'est elle qui domine la pièce. Pendant plus de 4 heures, elle décortique un engrenage d'emprise, de faits codés en freak-off et de violences normalisées. Son récit n'est pas qu'un témoignage, c'est la charnière sur laquelle bascule tout le procès. Et si vous pensez déjà connaître l'histoire, accrochez-vous. Les détails que Cassie révèle retournent la table, section après section. Tout commence par une confession désarmante. Oui, je l'aimais, et je croyais qu'il m'aimait aussi. Cassie replonge en 2005, à 19 ans, lorsqu'un single timide l'amène dans les couloirs miroitants de Bad Boy Records. Sean Combs la félicite, puis l'étouffe de compliments. Elle, orpheline de mentor, confond projecteur et chaleur humaine. La première gifle arrive quelques mois plus tard, après une remarque anodine sur un retard en studio. Il s'excuse, invoque la fatigue et couvre la blessure d'un diamant discret. Cassie pardonne. Je croyais qu'une première fois n'en appelait pas une deuxième. Elle se trompe, mais tu ne le sais pas encore. Alors tu restes pour entendre la suite. Ce détail du premier diamant n'est pas anodin. Cassie raconte qu'elle l'a rangé dans un coffret en plexiglas qu'elle ouvrait chaque fois qu'elle doutait. 6 mois plus tard, le coffret est plein. Bracelet Love, Birkin Lapis, montre Patek, squelettée. Chaque bijou correspond à une gifle, un hurlement, un portable fracassé contre un mur d'hôtel. Et plus la boîte brille, plus le doute s'épaissit. Est-ce le prix de la passion ou la rançon de sa liberté? Cassie explique qu'elle s'est surprise à 20 ans à espérer secrètement la petite contrariété suivante parce qu'elle savait qu'elle recevrait quelque chose de beau après. C'est le mécanisme classique de l'amorçage affectif. Violence, pardon, cadeau, euphorie, puis retour à zéro. Les jurés griffonnent, le mot « grooming » apparaît dans 3 carnets différents. Au-delà du coffret, Cassie avoue qu'un autre indice aurait dû la réveiller. L'isolement progressif. Première victime, sa meilleure amie d'enfance, Brianna, sommée de signer un NDA pour protéger la vie privée de Sean. Quand Brianna refuse, son badge backstage est désactivé, son numéro bloqué sur le portable de Cassie, par le service IT de Bad Boy. Dans la foulée, Combs suggère une école privée hors de prix pour la sœur cadette de Cassie qu'il promet de financer. Puis ne répond plus. C'était la carotte suspendue devant mon sentiment de loyauté, souffle la chanteuse. Aux yeux du jury, la stratégie devient claire. Couper les lignes de ravitaillement émotionnel pour ne laisser qu'un seul point d'ancrage, lui. Dans sa deuxième salve, Cassie plante le décor chimique. Les soirées privées où l'on aligne poudre et cachet comme des coupes de champagne. Qu'on les baptise Get High Lovers, un club aussi exclusif qu'addictif. Cassie détaille le cocktail, extase artificielle, musique assourdissante et ce regard de producteur qui scrute plus qu'il ne participe. Au début, dit-elle, les drogues sont la récompense. Très vite, elles deviennent la condition. Chaque fois qu'elle ose lever le pied, il menace de l'écarter d'un album, de lui couper le train de vie. Elle cède, convaincue qu'un jour, il se lassera. Mais l'addiction, elle, n'a jamais prévu d'être lassée. Elle détaille aussi la routine quasi médicale instaurée avant chaque sortie, prise de MDMA à heure fixe, gouttes d'oxygène mentholées sous la langue, puis un smoothie vert, mélange d'épinards, kéfir et 3 microgélules non étiquetées. Les jours sans soirée, Cassie subissait un contre-coup brutal. Migraine, tremblements, cauchemars où la bande-son se résumait au même drum loop produit par Combs. Dans sa chambre louée par Bad Boy, elle collait des post-it One Day Sober, 2 Days, jamais plus de 5 d'affilée. L'addiction, dit-elle, n'était pas tant la substance que la promesse de replaire. Si je décrochais trop longtemps, je perdais son regard et, avec lui, mon identité. Quand les migraines virent au blackout, Cassie finit par consulter un urgentiste sous faux nom. Diagnostic, carence sévère en potassium et dépression majeure. Elle contacte alors une infirmière, Carla, censée l'accompagner discrètement en tournée. Mais 2 semaines plus tard, Carla se fait licencier pour fuite potentielle de données, sans jamais avoir tweeté un mot.
Cassie découvre que le producteur impose aux soignants une clause. Tout incident médical susceptible d'entraver la productivité artistique doit lui être signalé dans l'heure. Le procureur compare ce contrôle à celui d'un manager de boxeur. Une jurée chuchote. Dopage émotionnel. Troisième volet. Troisième uppercut. Cassie dévoile la mécanique des fameuses freak-off. L'invitation arrive par SMS codé. 22h, 8h, no phones. En clair, 8 heures de huis clos, au cours desquelles Cassie doit jouer la maîtresse de cérémonie. Elle sélectionne des escortes, réserve une suite, choisit la playlist. Cons arrive masqué, se poste dans l'ombre, dirige les corps comme un chef d'orchestre silencieux. Je n'étais pas actrice, j'étais accessoire. La ligne rouge, invisible. Un soir, raconte-t-elle, il exige qu'un invité urine sur elle. Elle refuse. Il hausse les épaules. Quelqu'un d'autre le fera. Le lendemain, il lui offre un sac Chanel édition limitée. Fin de la discussion. À ce stade, le luxe sert de muselière. Et le jury, soudain, ne cligne plus des yeux. Pour les curieux qui imaginent un simple orgy party, Cassie précise la logistique, 2 vannes Sprinter aux vitres fumées, un bagage distinct pour chaque escorte, perruque, lingerie, flacon codé ABC, 3 talkies-walkies calés sur la même fréquence. Dans le couloir, un agent de sécurité surnommé Big Rob enregistre les cartes d'identité. Au check-out, un assistant dépose discrètement une enveloppe de 100 billets neufs sur le comptoir de la réception. Les hôtels changeaient à chaque fois, Miami, Denver, Istanbul, mais le cérémonial restait identique. Silence avant 22h, playlist Purple City en boucle, miroir masqué au ruban noir pour éviter les caméras cachées. Si un employé s'avisait de filmer, il recevait sous 24 heures un accord de confidentialité déjà pré-rempli. Cassie dévoile aussi la face cachée du casting. Les escortes provenaient d'un même cercle d'agences new-yorkaises, briefées via un PDF intitulé « House Rules ». L'annexe C précise qu'aucune femme ne doit dépasser 27 ans ni peser plus de 57 kg. L'annexe E exige aucun tatouage facial visible. Ceux qui enfreignaient ces règles recevaient un virement réduit de moitié. Surtout, Combs réclamait un rapport post-freak. Une fiche d'évaluation où chaque participant notait Cassie sur 10 critères de docilité à capacité à rebondir. Ces rapports, conservés dans un classeur beige, ont été saisis par le FBI. Matériel potentiellement explosif, car il relie directement la logistique sexuelle à une structure d'entreprise. Cassie continue, de plus sombre. Les coups ne sont plus des éclats isolés, mais une ponctuation régulière. Hôtel de Los Angeles, 10 mars 2016. Il l'assomme de questions sur un prétendu flirt avec un joueur NFL, confisque son téléphone, puis frappe. L'œil au beurre noir, elle supplie la sécurité d'effacer les vidéosurveillances. Il m'a promis 1000 fois qu'il se soignerait. Pourtant, chaque rechute est plus brutale. Elle évoque la salle de bain de Times Square où, droguée et sonnée, elle glisse au sol tandis qu'il hurle qu'elle lui appartient. Pas un mot ne sort du jury. La juge elle-même détourne brièvement le regard. Mais Cassie n'est pas venue chercher de la pitié. Elle veut qu'on voie le système. Cassie lit ensuite un extrait de son journal griffonné après l'incident de Los Angeles. Je fais semblant de dormir pour entendre comment il respire. Si sa respiration ralentit, j'ai 10 minutes de répit avant le prochain orage. On découvre que chaque halte sur tapis rouge était précédée par une séance glaciaire. Combe faisait remplir la baignoire d'eau et de glace, l'y plongeait 10 secondes pour détoxifier les bleus. Maquilleuse et styliste recevaient une fiche couleur indiquant quelle zone couvrir. La défense objecte « Rien ne prouve que Dick Combs ait ordonné cela ». Cassie répond « Rien ne prouve qu'il l'ignorait non plus ». L'effet est immédiat. Un juré secoue la tête, comme s'il venait de comprendre que l'inaction peut être une forme très active de contrôle. La thérapeute de Cassie, appelée plus tard à la barre, relate une séance où la chanteuse décrit la surveillance horizontale. À chaque déplacement professionnel, un SUV noir restait en bas de son hôtel. Une appli GPS baptisée Family Safe, installée sans son consentement, transmettait sa position aux gardes du concerto du corps. Une nuit à Atlanta, elle essaye de rejoindre un ami producteur. Le SUV la suit, gyrophare discret à l'appui. J'ai réalisé qu'il ne me frappait pas seulement de ses mains. Il me frappait de son ombre, écrit-elle. La psychologue conclut au syndrome de la sentinelle. Le corps reste figé, même loin de l'agresseur, à force de vigilance forcée.
5e section, nouveau palier. La preuve vidéo. Cassie décrit ce vol Miami-New York où Combs s'assoit inopinément à côté d'elle, billet acheté à la dernière minute, pour brandir une séquence filmée durant un freak-off. Menace implicite. Si tu parles, je poste. Elle cède encore, accepte un nouveau marathon sexuel orchestré par ses soins. Le parquet brandit cette anecdote comme la définition même du trafic d'influence intime. L'objet du chantage n'est pas l'argent, mais la réputation. Cassie prononce une phrase qui gèle l'air. « J'aurais préféré perdre tout ce que j'avais plutôt que de perdre ma voix. Mais il savait que je ne pouvais pas me le permettre. » Et toi, spectateur, tu commences à comprendre pourquoi la peur vaut souvent plus cher que le cash. Les procureurs exposent ensuite l'écosystème numérique. 2 Ghost Phones, siglés uniquement King 1 et King 2, jamais allumés en présence de Wi-Fi public, un coffre fort électronique stocké chez un avocat tiers et un contrat d'assurance vie dont le bénéficiaire était une adresse mail Gmail générée le jour même. Pourquoi ? Parce que l'email recevait automatiquement les liens privés Dropbox dès qu'une vidéo était tournée. Cassie affirme que Combs utilisait ce cloud comme levier. Un clic, et la séquence devenait virale. Le FBI a récupéré 17 fichiers cryptés. Le parquet sous-entend qu'ils contiennent la clé du chantage systémique. La défense, elle, martèle qu'aucun clip n'est apparu en ligne, donc aucune menace n'a réellement abouti. Argument qui soulève à nouveau la question, faut-il qu'une bombe explose pour prouver qu'elle existe ? Un expert en cyberforensique appelé par l'accusation explique que, malgré la non-diffusion des vidéos, leurs métadonnées prouvent des transferts réguliers vers des serveurs situés aux Bahamas, juridiction prisée pour ses lois floues sur le droit à l'image. Mieux ou pire. Un dossier Alt Takes contient des montages réalisés via un logiciel de deepfake grand public, superposant des visages de mannequins sur le corps de Cassie. C'est un sabre de Damoclès, résume l'ingénieur. Si l'original choque, Combs peut brandir le deepfake pour semer le doute sur l'ensemble. Cette stratégie, discréditer préventivement la victime, est, selon le parquet, un indice de préméditation. Après le choc, Cassie révèle la double laisse, la drogue qui l'enchaîne à lui, et l'argent qui l'empêche de survivre sans lui. Contrat de 10 albums jamais honorés. Appartement loué à son nom, mais payé par Combs, carte de crédit plafonnée par ses soins. Quand elle insiste pour un bail à son propre compte, il raille. Pourquoi t'embêter ? Je gère. Au tribunal, elle explique que le confort était une cage dorée. Plus elle s'enfonçait, plus rompre signifiait tomber de haut. Le procureur enfonce le clou. Combien de titres as-tu publié après 2012 ? Aucun. Silence. Transition redoutable. Et pourtant, un jour, elle s'en est allée. Mais à quel prix ? À ce cocktail se greffe un verrou financier redoutable. Cassie confie avoir tenté de monétiser un projet d'album indépendant en 2014. Quelques heures après la réunion Zoom avec un label concurrent, son avocat reçoit une lettre de menace pour rupture de clause de non-concurrence. Elle recule. Même scénario lorsqu'elle veut lancer une collection de soins capillaires, le trademark a mystérieusement été déposé. Le nom indisponible. Quant à son leasing Mercedes, payé par la structure Combs Enterprises, il est suspendu la semaine précise où elle mentionne une possible séparation. Au bout d'un moment, résume-t-elle, ton compte en banque devient un sismographe. Dès qu'il frémit, tu sais qu'il va frapper, d'une façon ou d'une autre. Les comptables du label confirment la toile d'araignée. 5 LLC, toutes gérées depuis le Delaware, facturent à Cassie des frais d'hébergement créatifs. Studio, styliste, jet. Chaque facture est ensuite compensée par un avancement exceptionnel, d'une valeur identique. Résultat, solde quasi nul et dette fiscale supposée. Quand elle embauche son propre fiscaliste, celui-ci reçoit un courriel. Ne déstabilisez pas un actif stratégique. Le fiscaliste se rétracte, Cassie reste prisonnière de chiffres qu'elle ne maîtrise plus. L'accusation démontre ainsi qu'à l'emprise affective s'ajoutait un carcan financier orchestré au dollar près. Automne 2018. Cassie claque la porte, traverse le pays et se réfugie chez sa mère, téléphone sur mode avion. Il ne la poursuit pas. Il attend. 3 semaines plus tard, un SMS. « Je serai toujours là, si tu as besoin. » Elle répond. « Je suis perdu sans toi. » La défense brandit ces mots comme un joker. Cassie rétorque. « On ne coupe pas 15 ans de conditionnement en 15 jours. » Puis vient l'accord civil de 2024. 20 millions de dollars.
censé enterrer l'affaire. Cassie l'accepte, pensant tourner la page. Mais le gouvernement fédéral, lui, ouvre un dossier RICO. Là encore, sa voix devient clé. Elle savait qu'en revenant témoigner, elle perdrait peut-être l'argent, mais pas cette fois-ci sa dignité. Ce que le public ignore souvent, c'est le détour vers la thérapie imposée par les autorités avant la signature du deal civil. 2 psychiatres distincts ont confirmé un syndrome de stress post-traumatique complexe. Cassie raconte sa première séance. Elle compare son cerveau à un studio avec les potards bloqués au maximum. Quand il hurlait, je descendais le volume de mes émotions. Le médecin lui demande « Et maintenant ?» Elle répond « Maintenant, il n'y a plus de mollette. » C'est à cette période que sa mère ressort une vieille photo d'elle enfant, déguisée en ballerine. Cassie l'accroche dans son salon pour se rappeler qu'elle était une personne avant lui. Ce cliché réapparaît d'ailleurs à la barre. Le procureur le montre, visuel à l'appui, pour ancrer l'idée que son identité n'est pas née sous le label Bad Boy. Dernière section, la plus philosophique. Cassie fixe les jurés et demande « Comment, selon vous, une femme prouve qu'elle n'était pas d'accord quand chaque « oui » a été arraché sous menace ?» Elle décrit l'emprise comme un reflet truqué. Plus tu te vois à travers ses yeux, moins tu existes dans les tiens. Les avocats de la défense objectent, SMS, cadeaux, sourires. Cassie répond « Les menottes étaient invisibles, mais elles serraient plus fort que l'acier. » Sur ces mots, elle s'effondre. Le procureur conclut l'interrogatoire. La salle reprend son souffle. Et toi, derrière ton écran, tu te demandes « S'il suffit d'un juré hésitant pour tout annuler, quel poids aura vraiment la vérité ?» La philosophe Catherine MacKinnon disait « Le consentement sous contrainte ne libère pas. Il légitime. » Cassie mobilise cette citation, étonnamment pointue, pour expliquer au jury que l'accord brandi par la défense est un miroir déformant. Elle illustre « C'est comme signer un contrat de plongée en apnée, la tête sous l'eau. » Dans un final presque pédagogique, elle distingue 3 niveaux. Le « oui peur », éviter la punition, le « oui dopamine », chercher la récompense, et le « oui libre », introuvable dans son histoire. Avant de quitter la barre, elle glisse une phrase qui glace la salle. « Si vous trouvez un seul « oui libre » dans mes 15 ans, acquittez-le. Sinon, regardez la vérité en face. » Cassie Ventura est sortie du prétoire comme elle y était entrée. Tête haute, voix posée, mais le regard rougi. Son témoignage n'a pas seulement révélé la face cachée d'un empire musical, il a mis à nu la question capitale du procès. Le consentement peut-il exister quand le pouvoir déséquilibre la balance ? Dans les semaines qui viennent, d'autres témoins se succéderont, les avocats joueront leur dernière carte, les réseaux sociaux s'enflammeront encore. Mais une chose est déjà gravée, la pop culture ne regardera plus Sean Combs, ni aucun grand nom, avec la même indulgence. Alors, que restera-t-il quand le marteau du juge tombera ? Peut-être un verdict, peut-être un appel, mais sûrement les mots d'une femme qui, après avoir longtemps chanté à voix basse, a fini par raconter toute la chanson, et cette fois, personne n'a pu couper le son.